Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission au risque de l'histoire, co-présentée avec la radio web storiavoce.com. Depuis 1963 et la fameuse pièce de théâtre Le Vicaire, pièce écrite par l'allemand Rolf Orucht, Pie XII est la cible d'attaques régulières. Accusé au mieux de naïveté, au pire d'antisémitisme, on lui reproche de ne pas avoir condamné publiquement la solution finale. Il aurait été ainsi un pion au service du Troisième Reich, le pape idéal pour réaliser les desseins indicibles d'Hitler, comme l'a par exemple affirmé le journaliste John Corwell dans son fameux livre « Le pape d'Hitler » paru en 1999. C'est parce que de tous les débats liés à la papauté, les silences de Pie XII suscitent le plus de passion, que nous vous proposons de découvrir non pas le pape, mais plutôt l'homme qui a été au service de la papauté pendant plusieurs décennies. Qui était Eugenio Pacelli? Quel a été son rôle diplomatique à Munich puis à Berlin entre les deux guerres mondiales? Comment était-il considéré sur la scène internationale à la veille de son élection? Eh bien, pour répondre à ces questions, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Marie Levent et Frédéric Lemoel. Marie Levent, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, vous êtes enseignante à la Cato, chercheuse à Sorbonne Université, et vous êtes une spécialiste d'Eugenio Pacelli, puisque vous avez consacré votre thèse de doctorat à son rôle à Berlin, Pacelli à Berlin, le Vatican et l'Allemagne de Weimar à Hitler, 1919-1934. Il s'agit d'un livre, donc un condensé de votre thèse, paru aux presses universitaires de Rennes. Frédéric Lemoel, bonjour. Bonjour. Vous êtes, professeur à l'IRCOM, historien, spécialiste de l'Italie, spécialiste des années 20, des années 30, on va dire spécialiste du fascisme, tout simplement. Et vous avez publié Pie XII, un pape pour la France, donc qui présente de façon très précise, à partir des archives diplomatiques, la vision que la diplomatie française avait d'Eugenio Pacelli. Je souhaiterais compléter cette présentation par ce livre, Pie XI, un pape contre le nazisme, qui évoque bien évidemment le rôle d'Eugenio Pacelli et qui est consacré à l'encyclique Mitbrennender Sorge, qui est un livre que vous avez dirigé, Marie, avec Fabrice Boutillon. Ma première question, Marie, sera assez simple. Qui était Eugenio Pacelli? Quelles sont ses origines? Alors, Eugenio Pacelli vient comme une partie assez importante d'ailleurs des diplomates de la Curie. Il vient d'une famille aristocratique de Rome. On parle d'ailleurs d'aristocratie dite noire, parce que c'était des familles qui avaient manifesté leur hostilité à l'État unitaire, naissant après 1870, et donc la prise de Rome par les forces unitaires. Et donc le pape s'était retrouvé enfermé au Vatican, et certaines familles avaient manifesté par là même aussi leur solidarité avec ce pape enfermé au Vatican. Donc c'est une famille pieuse de cette noblesse catholique romaine, et une famille à dire assez nombreuse, et il va assez tôt, assez jeune, connaître la vocation et s'orienter donc vers une entrée au séminaire, et donc vers les études qui sont les études assez courantes pour ceux qui auront ensuite une carrière dans la diplomatie romaine, la diplomatie vaticane. Donc il va passer par le collège Capranica, qui est donc un des collèges qui forment justement les futurs diplomates de la Curie, et puis par plusieurs institutions universitaires vaticanes.
Frédéric Le Moral, il y a un contexte de crise, hein, Marie Levent l'a présenté, il y a une tension entre la papauté, d'une part, et l'État italien, qui est un très jeune État. Oui, c'est une situation de crise extrêmement violente, puisque, comme vous l'avez évoqué, l'unité de l'Italie s'est faite au détriment des États pontificaux, qui ont été annexés par l'État italien naissant, par l'unité italienne qui a été réalisée par la maison de Savoie. Et en 1870, effectivement, profitant de la guerre franco-prussienne, les troupes du roi d'Italie sont entrées dans Rome, se sont emparées de Rome et ont fait disparaître complètement l'État indépendant dont disposait le pape. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un conflit très très fort entre ce qu'on appelle les deux Roms, c'est-à-dire que le Tibre devient une sorte d'océan qui sépare la Rome, la capitale de l'Italie, et la Rome vaticane, avec le pape, effectivement, qui est symboliquement enfermé à l'intérieur du Vatican. Ça a été, à cette époque, considéré vraiment comme une spoliation impie, quelque chose d'extrêmement grave. Et l'État italien s'est même orienté vers une politique qui a très clairement pris des allures très anticléricales, un anticléricalisme assez violent, qui manifeste cette opposition entre les deux pouvoirs. Et effectivement, la famille Pacelli et Eugenio grandit dans cet environnement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ses parents l'ont inscrit dans un lycée public au début de ses études, et lui-même a également fréquenté l'université La Sapienza, qui était une université publique. Donc on voit immédiatement une famille qui en effet appartient au monde de l'aristocratie noire, qui est au service du Saint-Siège. Le père et le grand-père de Genio sont au service du Saint-Siège, mais déjà une famille qui n'est pas complètement fermée dans une sorte de ghetto, si j'ose dire, à l'égard de cet État italien. Il y a déjà des signes d'ouverture à l'égard de cet État italien. C'est une carrière exemplaire, Eugenio Pacelli? Alors plutôt oui, puisqu'effectivement, il va gravir tous les échelons de ce que l'on peut éventuellement effectivement définir comme une carrière, puisqu'il va rentrer assez relativement jeune. C'est un garçon brillant, on est bien d'accord. Ah, bien sûr, il est études brillantes, remarqué très tôt par ses enseignants ou par des membres justement de la curie. Il va finalement très rapidement entrer au service de la congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, comme minutante, donc c'est-à-dire comme scribe d'une certaine manière. Il va préparer, aider à la rédaction des dépêches en particulier. Et donc à partir de là, il va ses qualités vont être rapidement reconnues. C'est la raison pour laquelle on va finalement assez tôt l'envoyer en Allemagne au milieu de la Première Guerre mondiale pour prendre pour devenir le nonce du pape. Et c'est vrai que juste avant, il a d'abord une première mission qu'on lui a confiée en Autriche en 1915. Il s'agissait de négocier un accord entre l'Autriche et l'Italie pour essayer de maintenir l'Italie dans la neutralité dans la Première Guerre mondiale. Et avant cela, il a été envoyé une fois ou deux en Angleterre pour suivre Mary Delval, qui était alors secrétaire d'État sous le pape Pie X. Donc le secrétaire d'État, c'est le numéro 2 du Saint-Siège. Absolument. Il commence sa carrière sous un secrétaire d'État qui est Mary Delval, dont il est assez proche, effectivement, et qui va très tôt reconnaître les qualités du jeune apprenti lorsqu'il entre en ce cas. Alors justement, Mary Delval est associée à Pie X, à Saint Pie X, et c'est une époque où on distingue les politiques des intransigeants. Vous utilisez même dans votre thèse le terme d'intégriste, qui n'a pas grand-chose à voir aujourd'hui avec l'intégrisme tel qu'on peut le concevoir. La famille Pacelli, c'est une famille politique, et Eugenio lui-même est un politique ou plutôt un intransigeant, ou les deux? Alors c'est un peu difficile de répondre avec des catégories qui tentent à enfermer. On aime bien les catégories, et nous, effectivement, Français. comme Frédéric l'a rappelé, c'est une famille plus ouverte que le seul qualificatif effectivement d'intransigeant. Disons, pour le dire peut-être d'une autre manière, qu'il y a, on tend à représenter la curie en deux
deux tendances, deux courants qui traversent cette curie. Un courant qui est davantage sur une position défensive au regard de la modernité et des États modernes depuis la Révolution française, face aux poussées anticléricales, libéralisantes, socialisantes en certains endroits. Et donc il s'agit davantage, et ça a été le cas du pontife Pie X, de cimenter les fondations de l'Église romaine, et dans une position plutôt de fermeture à l'égard de la modernité. Ça s'est manifesté sous le pontificat de Pie XII par une sorte de chasse à la sorcière par moment, où on a condamné un certain nombre de théologiens ou d'enseignants des facultés universitaires qui promouvait une forme d'interprétation. La querelle moderniste. La querelle moderniste. Sous Saint Pie X. Sous Saint Pie X, absolument. Et il y a un autre courant qui, davantage celui dans lequel s'était incarné peut-être le pontificat précédent de celui de Léon XIII, dans lequel va s'incarner davantage aussi le pontificat successif, celui de Benoît XV, un courant qui est davantage favorable à la recherche d'accommodement avec les États modernes. L'objectif reste le même, l'objectif reste intransigeant. Il s'agit d'une manière ou d'une autre de reconquérir la société, de la refaire chrétienne, dans un cas comme dans l'autre, mais par des armes plus offensives ou plus défensives. Et Eugenio Pacelli se situe un peu entre ces deux courants. Il commence sa carrière sous la tutelle de Méry Delval, et donc dans ce premier courant, et puis il la poursuit sous le pontificat de Benoît XV, puis de Pie XI, et sous les ordres de Gaspari, qui est le secrétaire d'État de Benoît XV. On sait ce qu'il pensait de la question italienne, sous-entendu, est-ce qu'il était plus proche d'un Benoît XV dont on sait qu'il souhaitait une réconciliation avec l'État italien ? Il est plutôt dans cette optique, mais je vous rejoins, il est entre les deux, et on verra ça tout le temps. Et jusqu'au conclave dont nous parlerons à la fin de l'émission, il est capable de rallier à lui des courants parfois très opposés. Et on le voit très bien parce qu'il traverse tous les règnes. Il commence sa carrière à la fin du règne de Léon XIII, il la poursuit sous Pie X, après sous Benoît XV, sous Pie XI. Donc, attention aux catégories. Vous disiez, en effet, tout à l'heure, on a trop tendance à mettre des catégories. Pie X, bien sûr, c'est la ligne intransigeante, effectivement, mais c'est lui aussi qui a commencé à adoucir la question romaine, cette fameuse question des relations avec l'État italien. Les premières ouvertures, timides, très timides, mais les premières ouvertures datent de Pie X. Léon XIII, en effet très réaliste dans son approche diplomatique, absolument été intransigeant sur la défense des droits de la papauté à récupérer Rome. Donc, je crois que toute sa vie, Pacelli sera marqué en effet par cette situation entre les deux mondes. C'est un politicante, c'est un politique sur certains aspects, mais il peut se montrer effectivement intransigeant quand il s'agit de défendre certains aspects bien sûr de dogme, mais aussi de doctrine, où là, il refusera absolument la moindre conception. Il a des aspects en effet très modernes chez lui, notamment vis-à-vis des techniques, par exemple. Une fois pape, il a accepté à la télévision, il a trouvé que ça c'était un instrument absolument formidable, et il y a d'autres aspects, effectivement, vision éthique, notamment, intransigeants. Donc voilà, les êtres sont par définition compliqués, et encore plus dans ce monde particulier, effectivement, qui est le monde du Saint-Siège, et de la curie, en plus. Alors, venons-en au moment particulier de la Grande Guerre. L'image que nous en avons est celle de l'impossibilité du Saint-Siège. Donc nous sommes sous le pouvoir de Benoît XV. Est-ce qu'il participe aux tentatives de paix que va lancer le Saint-Siège ? Alors, il a un rôle clé il a d'abord effectivement été envoyé à Vienne pour essayer de négocier un accord, pour essayer donc de maintenir l'Italie dans la neutralité, mais surtout effectivement lorsqu'il est envoyé comme nonce en Allemagne, eh bien nonce, pardon, c'est... Ah oui, absolument. Un nonce, c'est le représentant du pape dans un pays auprès d'un gouvernement et auprès de la hiérarchie ecclésiastique. Donc c'est une forme d'ambassadeur. D'ambassadeur, mais avec un rôle qui est à la fois politique, diplomatique, mais aussi ecclésiastique, puisque c'est lui qui représente le pape
auprès des fidèles, auprès du clergé, auprès de la hiérarchie épiscopale. Donc il a ces deux rôles-là, et c'est vrai que parfois on tend à oublier un peu le deuxième parce que son activité est davantage occupée par les questions politiques. Et donc lorsqu'il est envoyé comme nonce en Allemagne, eh bien, on lui demande de porter en Allemagne le projet du pape Benoît XV et de son secrétaire d'État Gaspari, celui d'une note de paix, une note qui est en soi assez révolutionnaire, puisqu'il s'agit de proposer une paix blanche aux belligérants, donc sans annexion, sans réparation, et donc il est chargé de préparer la réception de cette note de paix en Allemagne. Donc au printemps 1917, la note de paix étant ensuite publiée au mois d'août. Et comment sera-t-elle reçue, cette note de paix ? Alors, comme on pouvait s'y attendre, très mal, hein, très mal reçu en Allemagne, très mal reçu en France, donc un tonnerre de critiques. Hein, les Français disent de Benoît XV qu'il est un pape boche, les Allemands disent de Benoît XV qu'il est un pape français, donc cette note ne fonctionne pas. Néanmoins, elle prend corps dans un ensemble de décisions, de mesures, d'actions du pape et de son secrétaire d'État pour essayer de maintenir l'Église de Rome en dehors du conflit ou au-dessus du conflit. Parce que dans cette guerre totale qu'est la Première Guerre mondiale, les fidèles, le clergé est partie prenante du conflit. Et Benoît XV a essayé, et il y a plutôt parvenu, à essayer de maintenir la papauté en dehors, voire au-dessus de ce conflit. Il y a un principe de neutralité que se doit de respecter le Saint-Siège ? Une neutralité, mais une neutralité active, puisqu'il propose sa médiation, parfois dans des discussions de chancellerie, ou parfois de manière plus évidente dans sa note de paix. Mais il faut aussi rajouter que sa neutralité, cette neutralité active, c'est aussi, et ça d'ailleurs ça va être de plus en plus important au fur et à mesure que la guerre avance, ça va être aussi mettre en œuvre une diplomatie de l'assistance pour secourir les blessés, les prisonniers surtout, qui vivent parfois dans des conditions particulièrement effroyables. Donc un rôle humanitaire. Un rôle humanitaire, mais un rôle humanitaire, mais aussi une diplomatie de l'humanitaire, parce qu'il s'agit aussi de négocier avec d'autres neutres, notamment la Croix-Rouge internationale, la Suisse en général, pour essayer de favoriser des règlements qui permettent des échanges de prisonniers, ou la libération des prisonniers, ou au moins l'envoi dans des hôpitaux plutôt que dans des camps d'internement. Frédéric Lemoyle. Et d'ailleurs, Pacelli, quand il est nonce à Munich, a beaucoup visité les camps de prisonniers, il s'est beaucoup investi auprès des prisonniers pour soulager les misères. Autant qu'il était capable de le faire avec parfois cette froideur et cette distance qui le caractérisait toujours. Donc on a des témoignages de prisonniers disant que vraiment le nonce c'était absolument réfrigérant, parce que c'est pas un homme extrêmement chaleureux, c'est pas un homme sur lequel on tape sur l'épaule en passant. Il a toujours eu cette majesté dans sa personne, hiératique, cette distance qu'il mettait entre lui et les autres. Et je pense qu'il a été en effet très marqué par son expérience pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il est à Rome jusqu'à son départ en 1917 à Munich, donc il est quand même au cœur de la machine curiale, au cœur de cette volonté en effet de la papauté, de cette neutralité active, et je dirais pour ma part de cette impartialité. C'est pas une neutralité effectivement où on se mêle pas des choses, c'est être impartial, car si on est neutre, on s'interdit de dire le bien et le mal, et le pape veut continuer bien sûr à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Simplement, il ne prend pas parti, il ne veut pas prendre parti, alors que dans la guerre totale en effet qu'est la Première Guerre mondiale, on veut absolument avoir de son côté l'appui moral, le crédit moral que la papauté est peu à peu est en train de reconstruire. Et il est très intéressant de voir les archives françaises de 1914, où on voit très bien nos bons républicains anticléricaux qui veulent absolument avoir de leur côté l'Église, qui veulent absolument avoir un pape favorable, puisque Pie X meurt en août 1914, avoir absolument un pape favorable aux intérêts de la France. Donc il est dans cette machine, il a cette expérience de l'échec en effet de la note de Benoît XV en 1917, et vraiment dès l'époque, les gens qui le rencontrent, les responsables qui le rencontrent sont déjà fascinés par cette intelligence et sentent déjà que c'est un homme qui va aller très loin, puisque dès
Première Guerre mondiale, on l'évoque comme successeur possible, ce qui arrivera mais beaucoup plus tard, du cardinal secrétaire d'État, Monseigneur Gaspari. Et immédiatement après la guerre, au tout début des années 20, on voit dans les archives diplomatiques françaises des diplomates qui s'imaginent bien voir un futur pape dans cette personnalité hors norme qui est déjà Pacelli. Marie Levent, il y a ce moment de la guerre et cette paix que le Saint-Siège a voulu et qui n'a rencontré que des sarcasmes. Est-ce que l'on peut dire que cette déception, cet échec, préfigure une sorte de comportement du pape Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, où je ne vais pas dire qu'au moment de cette Deuxième Guerre mondiale, il va dire à quoi bon proposer la paix alors qu'on a essayé de la faire pendant la Grande Guerre et on n'a pas réussi, et que peut-être il faut agir en sous-main et faire d'autres choses que celles qu'on a proposées publiquement? C'est difficile d'y répondre parce que, d'abord, les deux événements sont totalement différents. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale sont deux guerres totales mais très différentes. Lorsque Benoît XV propose cette note de paix, il y a quand même un contexte qui lui fait espérer, en tout cas, une réception possible. Il y a eu des tentatives du côté d'un certain nombre de parlementaires allemands pour proposer la fin des hostilités, pour proposer une paix. Donc il a également sondé les Anglais pour savoir ce qui était possible de faire et si cette note pouvait être correctement reçue. Donc il y avait un contexte diplomatique, celui qui est encore l'ordre international multiséculaire, donc où les grandes puissances ont un rôle, discutent, alors que dans la Seconde Guerre mondiale, l'expérience de Pie XII, c'est celle qu'il a eu aussi en tant que secrétaire d'État, c'est-à-dire on est face à des puissances totalitaires, face au Reich, et il a bien vu que le peu de crédit que le Reich donnait aux actes diplomatiques, à la diplomatie traditionnelle. Donc je pense que cet échec est joué, c'est possible, mais de toute façon, le contexte étant inédit entre 1945, ce contexte inédit demande des réponses qui soient aussi inédites et qui ne peuvent pas être celles, de toute façon, de la Première Guerre mondiale. Alors, venons-en à l'entre-deux-guerres, qui est bien évidemment très important. Le Vatican et l'Allemagne, de Weimar à Hitler, donc c'est le titre de votre ouvrage, 1919-1934. La République de Weimar arrive au lendemain de la Grande Guerre en Allemagne, jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, et vous montrez que l'année 1934 est une charnière. Pour le Saint-Siège, c'est ce qu'on appelle un temps de politique concordataire. Qu'est-ce qu'un concordat, Marie Levent? Peut-on comparer cette politique concordataire à notre fameux concordat français sous Napoléon? Et quel est le rôle de Pacelli dans cette politique concordataire? Alors, un concordat, c'est un instrument diplomatique qui est très ancien, il remonte au XIIe siècle. C'est un accord bilatéral entre le Saint-Siège et un État, ou parfois un État régional. Ce sera le cas d'ailleurs en Allemagne. Donc, il s'agit de se mettre d'accord sur un certain nombre de questions qui touchent à la fois aux questions d'ordre public, étatique, à l'État, avec des questions civiles, et puis qui touchent aussi à l'Église, aux catholiques, au Saint-Siège. Par exemple, qui rémunère les prêtres, les évêques. Quelle est la marge d'intervention d'un État, d'un gouvernement, lorsqu'un évêque est nommé? L'enseignement. Alors, quelle part peut-on accorder à l'enseignement, à l'instruction catholique dans l'enseignement public? Qui a en charge cet enseignement-là? Qui le paye? Et quelles sont les conditions auxquelles... On définit par un concordat les libertés de l'Église? Les libertés, ses droits, et parfois il s'agit aussi de questions d'ordre pratique, se mettre d'accord pour éviter des soucis à l'avenir. L'État aussi, quelque part, en réalité, va défendre ses droits et l'Église va défendre ses droits. Chacun essayant d'essayer peut-être d'obtenir ce qui est le plus avantageux pour lui. Ça reste une négociation dans tous les cas. Et donc il y a des concordats
au fil des siècles, mais c'est vrai que le pontificat de Benoît XV puis de Pie XI, ces deux pontificats-là, après la Première Guerre mondiale, donc entre les deux guerres, vont démontrer une sorte d'un nouvel élan concordataire, qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici, avec une quinzaine de concordats qui sont signés entre celui de 1922 avec la Lettonie et celui de 1937 avec l'Équateur. Pie XII, vous le dites dans votre thèse, notamment après l'accord de Munich, le Concordat de Munich, je vous cite, un accord très favorable à l'Église, une franche victoire, un accord modèle. Cela confirme que Pacelli est un très bon diplomate. Alors c'est un très bon concordat qu'il a obtenu avec l'État de Bavière. La situation, en réalité, le projet concordataire, lorsqu'il est arrivé comme nonce, c'était pas un concordat avec la Bavière, c'était un concordat avec l'ensemble du Reich. Parce qu'il y a une différence entre Munich, Berlin... Alors absolument, c'est vrai que la République de Weimar a essayé s'est construit dans un sens unitaire, donc a essayé de renforcer les liens entre les différents États qui deviennent les Länder d'Allemagne et puis le gouvernement central à Berlin. Et donc un certain nombre de prérogatives ont été réduites, un certain nombre de prérogatives régionales ont été réduites. Donc lorsque Pacelli devient nonce pour l'Allemagne, il est d'abord envoyé comme nonce à Munich et progressivement il devient le nonce d'Allemagne, puisque on réclame un nonce pour l'ensemble du territoire allemand, eh bien naturellement c'est un concordat avec l'ensemble du Reich qu'on lui demande de négocier, c'est-à-dire qu'il soit valable sur l'ensemble du territoire, pour les Länder catholiques comme pour ceux qui ne sont pas composés d'une population majoritairement catholique. Et donc les années 20, la première moitié des années 20 voit une sorte d'oscillation entre un projet concordataire qui serait propre à la Bavière ou un projet concordataire qui serait propre à l'ensemble de l'Allemagne. Et donc, Pacelli est de ceux qui militent davantage dans la mesure de ces marges de manœuvre, lui conseille vivement en tout cas de commencer par un concordat avec la seule Bavière, un bon concordat assez fort, pragmatique au fond, qui pourrait servir ensuite d'appui à Berlin. Sauf qu'en réalité, ce choix est assez difficile, puisqu'il est très difficile ensuite de négocier un accord pour l'ensemble du Reich, sachant que tous les Länder, en fait, vont réclamer eux aussi un concordat local. Donc le concordat du Reich devient impossible dans la configuration qui est celle de Weimar. Et il faudra attendre évidemment une nouvelle configuration en 1933 et l'arrivée d'Hitler pour parvenir enfin à ce concordat-là. Est-ce qu'il y a une volonté de s'opposer chez Pacelli au centralisme berlinois, ce qui serait une préfiguration en fait d'une forme d'antinazisme, parce que le nazisme centralise et égalise toutes les conditions de l'Allemagne. Alors, ce sont, je pense, deux questions différentes, parce que effectivement, il se sent davantage proche du catholicisme bavarois. Un catholicisme peut-être plus intransigeant, effectivement, mais aussi parce qu'il entretient de bons rapports avec les membres catholiques du Parlement en Bavière, avec le cardinal Fallaber, donc, qui est l'archevêque de Munich, avec donc, les évêques et le clergé bavarois. Donc, le fait est que les conditions pour obtenir un bon concordat en Bavière sont davantage réunies que pour obtenir un bon concordat à Berlin. Il est vrai par ailleurs qu'il est favorable, ou en tout cas il a un regard sympathique sur le fédéralisme bavarois, sur les velléités d'autonomie, en tout cas de la région bavaroise, de l'État bavarois, par rapport au centralisme prussien, effectivement. Après, la question du nazisme sera encore très différente. Parce que finalement, enfin, vous terminez par l'accord ultime qui est le concordat avec l'Allemagne nazie, contre lequel il faudra toujours, enfin non pas contre lequel, sur lequel il faudra systématiquement revenir, parce que Hitler va aller à l'encontre de ce qu'il avait signé dès 1934. Oui, alors le concordat est signé avec Hitler. Il faut rappeler que cette histoire concordataire, elle va du début des années 20 jusqu'en 1933. On n'abandonne jamais ce projet concordataire. Et lorsqu'Hitler devient chancelier en janvier 1933, eh bien avec Hitler, comme avec tous les chanceliers qui l'ont précédé,
on réfléchit à une possibilité de négocier un concordat. Donc on réagit avec lui de manière assez similaire que ce que l'on a fait avec ses prédécesseurs. On arrive d'ailleurs avec le même projet concordataire que l'on avait présenté à ses prédécesseurs, et notamment au chancelier catholique Brüning. Et donc on commence à négocier ce concordat sur des bases assez similaires de celles qu'on avait négociées déjà avec la Bavière en 1925 ou avec la Prusse en 1929. Mais le contexte évolue très rapidement. On est au début de l'année 1933. Hitler met quelques mois à devenir le totalitaire qu'il sera. Et donc, pendant les négociations même, des exactions commencent à l'égard des catholiques, des persécutions. Le régime est en train de prendre les formes de plus en plus violentes, ce qui ne cessera jamais d'être par la suite. Et à un moment, pendant les négociations, le Vatican n'a plus la possibilité de stopper ces négociations, puisque un arrêt des négociations signifierait de nouvelles persécutions contre les catholiques. Parce qu'il y a bien des persécutions contre les catholiques. Dès le départ, de même qu'il y en a eu très rapidement contre les communistes, contre les socialistes, contre les juifs, eh bien, les catholiques aussi sont victimes, à des niveaux certainement différents, des exactions. Et donc, c'est pour cette raison que Pacelli finit par dire à un représentant anglais à ce moment-là qu'il a signé le concordat, un revolver sur la tempe, parce que on le voit très bien dans les archives au fur et à mesure que les mois passent pendant les négociations, qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Et il s'agit maintenant d'offrir un minimum de garantie à l'Église, en espérant que le gouvernement nazi, de quelque manière, respectera un minimum les dispositions. Le fait est qu'il en respectera quelques-unes, mais l'essentiel de ces dispositions seront violées très rapidement, une fois le concordat signé et ratifié. Généralement, alors peut-être que vous allez me contredire, mais on divise un Pie XI pro-allemand d'un Pie XI, non pas anti-allemand, mais anti-nazi, après l'encyclique donc Mitbrennender Sorgue. Quel est le positionnement, quelles sont les relations, au fond, de Pacelli avec Pie XI, qui le rappelle à Rome pour devenir le numéro 2 du Saint-Siège? D'un point de vue du caractère, on peut difficilement trouver des gens aussi opposés, aussi dissemblables. Pie XI est un homme qui a une très vigoureuse santé physique, jusqu'à sa maladie de fin 1936. C'est une force de la nature, et d'ailleurs ça a beaucoup compté dans son élection en 1922, après le frêle Benoît XV. Les cardinaux cherchaient quelqu'un de vigoureux pour mener la barque de l'Église. Donc physiquement, c'est une force. Pacelli, lui, a des constants soucis de santé, des problèmes d'estomac. Il faut constamment qu'il prenne du repos pendant l'été. Il soumet son corps fragile à un rythme de travail absolument frénétique, ce qui l'affaiblit encore plus. D'un point de vue du caractère, Pacelli, c'est vraiment le diplomate né, c'est-à-dire c'est discuter. La diplomatie, c'est la discussion, et c'est arriver à un accord. C'est sa force et sa faiblesse en même temps? Ça lui est reproché, en tout cas. C'est souvent mis à son discrédit le fait que, étant plus diplomate que pasteur, il recherche constamment un accord avec son interlocuteur. Or, le Saint-Siège, il a une diplomatie. Et quand la diplomatie, c'est quoi? C'est parvenir à un accord, et donc c'est faire des concessions. Sinon, on ne discute pas. Si c'est pour discuter, pour ne rien céder, c'est l'opposition même d'une discussion diplomatique. Donc lui, il est vraiment, en effet, le pur produit de la machine diplomatique du Vatican. Attention, Pie XI, bien sûr, a un caractère beaucoup plus abrupt, beaucoup plus intransigeant, moins porté peut-être à des concessions avec l'âge. C'est surtout la fin du pontificat. Mais je pense que ce serait une erreur vraiment de les opposer sur le fond, puisque Pie XI a lui aussi été nonce. Il a eu aussi une expérience déterminante lorsqu'il est à Varsovie, nonce à Varsovie, autant que l'expérience à Munich a été déterminante pour Pacelli dans son rapport avec le communisme, dans son rapport avec le national-socialisme, dont il a vu la montée en Bavière. Donc,
Des différences de caractère, c'est certain. Et d'ailleurs, on peut penser, émettre l'hypothèse que si Pie XI le choisit pour être secrétaire d'État en 1929-1930, c'est que c'est un homme qui a été éloigné de Rome pendant plusieurs années. Il est taillé dans un bois beaucoup plus souple que son prédécesseur, Monseigneur Gaspari. Il a peut-être moins d'expérience de la machine curiale. L'ancien secrétaire d'État. L'ancien secrétaire d'État, son prédécesseur, plus jeune, et il pense avoir un secrétaire d'État plus malléable qui va appliquer sans rechigner, sans discuter toute sa politique. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, Pacelli. Il a suivi à la lettre, il a toujours fait ça dans toute sa carrière diplomatique, suivi à la lettre les instructions qu'on lui donnait. Ça lui était parfois reproché, même à l'époque du conclave, d'avoir trop suivi les ordres de Pie XI. Donc il le choisit pour cela, mais peut-être aussi parce que, connaissant son propre caractère, Pie XI souvent éructait contre un gouvernement, notamment contre l'Italie fasciste à la fin des années 30, et puis il laissait Pacelli recoller les morceaux. C'était son travail, si j'ose dire, de secrétaire d'État, de très bon diplomate. Pie XI tape du poing sur la table, et puis Pacelli, après, engageait des discussions pour arrondir les angles. Mais attention, cette différence de caractère, à mon sens, ne doit pas cacher quand même une convergence quand même sur le fond. La politique concordataire, c'est celle de Pie XI, c'est celle également de Pacelli. Ils sont sur cette ligne réaliste. Ce sont des héritiers donc du cardinal Rampolla qui a un peu fondé cette école, si j'ose dire, réaliste de la diplomatie du Vatican. Pie XI n'a jamais voulu rompre avec les États totalitaires. Alors certes, il tape du poing sur la table, avec Hitler, avec les encycliques, avec Mussolini à la toute fin de son pontificat, mais il n'a jamais voulu la rupture. Après la publication de l'encyclique qui condamne le national-socialisme en 1937, il indique bien à tous ses interlocuteurs, aussi bien italiens qu'allemands, qu'il ne veut pas rompre le lien avec l'Allemagne. Ça serait un abandon effectivement de l'Église et des catholiques allemands. Lorsque Hitler vient à Rome en 1938, il se dit prêt à rencontrer Hitler, à condition évidemment que Hitler condamna les exactions en effet contre les catholiques. Et comme Hitler ne veut pas aller à Canossa, là Pie XI dit terminé, je m'en vais, et là il quitte, il fait cet acte très fort qui est porté à son crédit aujourd'hui, de quitter Rome pour ne pas être présent à Rome alors que Hitler est présent, en disant il y a une croix qui flotte sur Rome, qui n'est pas la croix du Christ. Mais voilà. Faut-il dissocier, Marie Levent, Pie XI d'Eugenio Pacelli, et même pour aller plus loin, est-ce qu'on peut, dans la personnalité même de Pacelli, faire une différence entre le Pacelli d'après l'élection de 1939, il devient Pie XII, d'avant son élection? Alors, c'était assez difficile. Alors, pour votre première question, de la même manière, effectivement, ce sont des caractères différents, mais chacun, Pie XI joue son rôle de pape et Pacelli son rôle de secrétaire d'État. Et lorsqu'il devient un pape, il endosse le rôle de pape et donc va mener une politique qui est certes différente de celle de Pie XI, mais celle qu'il choisit de mener en tant que pape, avec toutes les nuances évidemment qu'il faut apporter. Et donc la deuxième question, c'était faut-il faire une différence entre Eugenio Pacelli et finalement le politique Pie XII dès la Deuxième Guerre mondiale? C'est une question à laquelle il est particulièrement difficile de répondre, peut-être plus que si vous me l'aviez posée par exemple pour la figure de Pie XI, parce que Pacelli est un personnage discret qui laisse assez peu transparaître le fond de sa pensée, ses sensations, ses sentiments. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qu'on lui reproche au fond? Face au caractère d'un Pie XI que vous avez présenté, on peut le dire, parfois colérique, qui tape du poing sur la table et qui écrit, on va y revenir, les encycliques, à ce côté hiératique de Pie XII, très politique, très diplomate, trop diplomate, alors qu'au fond, la politique concordataire, c'est bien la politique de Pie XI. Je pense que ce qu'on lui reproche, lorsque reproche il y a,
c'est que la politique qu'ils mettent en place est effectivement, après 1939, est celle du choix de poursuivre la voie diplomatique, de la négociation, alors que Pie XI avait plutôt manifesté dans les toutes dernières années, entre 1937 et 1939, une sorte de crescendo dans la dénonciation. Mais les conditions de la situation internationale de 1939 vont être très rapidement différentes de celles de la période 37-39 avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense qu'on lui reproche, les reproches que l'on entend, c'est à la fois ce choix de la négociation, ce choix de ne pas avoir parlé suffisamment par rapport à ce que certains pouvaient attendre, par rapport à un Pie XI qui avait commencé effectivement dans un contexte qui reste celui de la fin de l'entre-deux-guerres, à prononcer des paroles de plus en plus dures à l'égard des fascismes, du nazisme, de l'antisémitisme, à travers une série de discours ou d'écrits. Alors vous avez consacré, vous avez dirigé un colloque, Pie XI, un pape contre le nazisme, point d'interrogation, l'encyclique Mitt Brennender Sorge, avec Fabrice Boutillon, qui est votre professeur de thèse. Quel est le rôle de Pacelli dans l'élaboration de cette encyclique ? Eh bien, c'est une encyclique qui est le fruit d'un travail à plusieurs, entre les évêques allemands, Pacelli, et puis le pape Pie XI, évidemment, derrière aussi. Ce qu'il se passe, c'est que la situation est dramatique. En 1936, qu'il s'agisse des catholiques ou des Allemands d'une manière générale, qui sont victimes, évidemment, des persécutions, les Juifs notamment. Et donc, Pacelli, à la demande de Pie XI, fait venir des évêques allemands à Rome pour qu'ils discutent de la situation et des mesures à prendre. Et ces évêques avaient manifesté à Pie XI leur volonté que la papauté prenne la parole pour essayer à la fois de dénoncer des exactions tout en de dénoncer le dogme sans entrer dans une polémique en tant que telle. Et donc Pacelli, cardinal secrétaire d'État, fait venir ces évêques à Rome, donc les 3 cardinaux allemands, le cardinal de Munich, Monseigneur Fahlhaber, le cardinal de Cologne, Schulte, le cardinal de Breslau, Bertram. En plus de cela, il fait venir 2 autres évêques qui sont déjà connus pour leur attitude plutôt forte à l'égard du nazisme, l'attitude plutôt hostile, donc Monseigneur Preissing et Monseigneur von Galen. Et donc cette invitation est lancée au mois de décembre 1936. Ils arrivent à Rome au mois de janvier 1937. Pacelli les accueille, suit plusieurs des réunions. Pie XI est alors profondément malade. Et puis ils en arrivent ensemble, et plutôt à l'initiative de Pacelli, à l'idée d'une encyclique, d'une lettre pastorale dans un premier temps, qui devient une encyclique. Alors celle-ci est d'abord rédigée par l'un de ses évêques allemands, le cardinal Fahlhaber. Pacelli la reprend, et au fur et à mesure qu'il avance dans les corrections, eh bien, Pie XI intervient pour demander telle ou telle modification, tel ou tel ajout. D'autres consultants probablement interviennent aussi dans cette rédaction. Donc on a vraiment une rédaction collective, et un acte qui reste l'acte du magistère, l'acte de la papauté, un acte de Pie XI. Frédéric Lemoel. Oui, c'était un point très, très important, cette condamnation par l'encyclique, à laquelle donc, Pacelli est vraiment associé. Alors, je crois que c'est Philippe Chenot qui, dans sa contribution, parle de 4 versions de l'encyclique dans les archives du Vatican, et qu'elles sont toutes annotées, ces versions, par Pacelli. Oui, parce que comme vous l'avez dit, en effet, Pie XI est très malade, et d'ailleurs il avouera au cardinal Baudrillard que c'est dans ces nuits d'insomnie et de souffrance qu'il a pensé à ces encycliques, parce qu'il y en a eu 3 en tout en 1937, donc ça c'est un élément vraiment déterminant de l'attitude de Pie XI, ce rapport à la souffrance et à la maladie qu'il a eu à ce moment-là. Bien sûr, en tant que secrétaire d'État, donc il a évidemment un rôle à jouer, et puis c'est aussi un grand connaisseur des affaires allemandes, grand connaisseur du national-socialisme, parce que c'est lui qui a vraiment éclairé Pie XI sur la réalité du national-socialisme, et ce, dès 1933. Et puis il est en lien, en effet, personnel, du fait de son séjour en Allemagne, avec les évêques et les cardinaux
et les cardinaux allemands. Donc il y a vraiment eu une volonté de condamner le national-socialisme avec les mots qu'utilise constamment le magistère. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas le mot Hitler dedans, c'est pas la peine de le chercher, il n'y est pas. Mais on comprend très bien, évidemment, cette condamnation de l'adoration de la race et du sang à qui on fait allusion. Un point très important de l'encyclique, c'est la condamnation de l'idée, typiquement d'une partie du national-socialisme, de couper le christianisme de ses racines juives, de rejeter l'Ancien Testament et de ne garder que le Nouveau Testament, qui est une vieille hérésie chrétienne qui date de l'Antiquité, qu'on retrouve dans certains courants du national-socialisme, et cette vision, évidemment, qui n'est absolument pas conforme à la doctrine, puisque le Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, eh bien, est condamné d'une manière très forte. Quel est, parce que votre livre, donc, Pie XII, un pape pour la France, face à... Parce qu'il y a un jeu politique aussi, il ne faut pas être dupe. Vous avez montré tout à l'heure une France républicaine qui souhaitait absolument se rapprocher, il va y avoir, de se rapprocher de l'Église, il va y avoir le rétablissement des relations diplomatiques. Quelle est la position de la France à la fin des années 30 vis-à-vis du Saint-Siège? Alors moi, je vous dirais, c'est une sorte de lune de miel que connaissent la République française et le Saint-Siège. D'où votre titre, Un pape pour la France. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la France a pensé, avec l'élection de Pacelli au trône pontifical, disposer d'un pape qui serait favorable à ses intérêts. On revenait de très loin, effectivement, à la rupture des relations diplomatiques en 1904. Pendant la Première Guerre mondiale, les Français se sont aperçus que les absents ont toujours tort, et qu'ils laissaient l'influence allemande et autrichienne auprès des prélats de la Curie. Ça a été compliqué de renouer, évidemment, puisque nous sommes quand même dans un système politique et idéologique extrêmement anticlérical. En 1920, les relations diplomatiques sont rétablies. Néanmoins, les relations ont été encore pendant plusieurs années assez conflictuelles, puisque le Saint-Siège avait condamné le traité de Versailles, dans lequel il avait vu une paix trop dure, trop punitive. Ce n'était pas une paix de réconciliation, ce n'était pas une paix chrétienne. Donc il apportait son soutien à l'Allemagne, notamment en 1923, lorsque les troupes franco-belges ont occupé la Ruhr. Donc les relations sont quand même difficiles. Et puis à partir de 1925, avec la politique de réconciliation franco-allemande menée par Aristide Briand, là, les relations sont de nouveau au beau fixe. Cette politique est approuvée par Pie XI. Et puis surtout, évidemment, ce qui va complètement vraiment changer les choses et entraîner la France et le Vatican sur la même voie, c'est l'arrivée au pouvoir des nazis, puisqu'il y a eu les violations en effet très rapides du Concordat dès 1933, et puis en 1934, c'est la nuit des longs couteaux, et on sait par une conversation de Monseigneur Pacelli avec l'ambassadeur de Belgique, qui a eu la très bonne idée de le rapporter dans une dépêche, que la brutalité de la nuit des longs couteaux, de l'élimination des SA, mais également de chefs du parti des mouvements conservateurs allemands, eh bien, cette brutalité a énormément frappé Monseigneur Pacelli, et à partir de ce moment-là, il dit on ne peut plus avoir confiance dans l'Allemagne. Ce que les Anglais mettront des années à comprendre, Monseigneur Pacelli le sait dès 1933, dès 1934, Hitler ne respecte rien, et encore moins sa signature, on ne peut pas avoir confiance en lui. Néanmoins, la paix passe par Berlin en 1939. Pourquoi est-ce qu'il veut discuter? C'est parce que la paix ou la guerre dépend des décisions prises à Berlin, et il faut bien discuter avec le gouvernement nazi pour le convaincre. C'est ça sa démarche de 1939, pour le convaincre de ne pas franchir le pas fatal. Il y a toujours, on arrive peu à peu au terme de cette émission, mais la politique, on dit, est l'art du possible. Le Saint-Siège essaie toujours, j'allais dire, on le voit même aujourd'hui avec le pape François et la Chine, il essaie toujours, en dépit de la nature des régimes, de trouver la moins pire des solutions. En tout cas, le Saint-Siège est bien informé et essaie de trouver à chaque situation celle qui est le plus adaptée. En 1933, Hitler est nouveau chancelier. Le régime
est encore le régime de la République de Weimar. Il faut attendre 1934, presque au même moment que la mise au couteau, la mort du président Hindenburg, pour qu'on passe à l'édification d'un nouveau régime qui est le Troisième Reich. Donc effectivement, en 1933, Hitler a des discours qui vont dans le sens, à certains points de vue, de ce que promeut le Vatican, lorsqu'il promeut d'en finir avec le communisme, avec le socialisme. Donc il y a un court moment où effectivement, on réfléchit à un possible accommodement avec ce nouveau régime, avec ce nouveau régime en formation, de la même manière qu'on a pensé à un accommodement avec la République de Weimar. Et puis progressivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, l'événement de la nuit des longs couteaux, parallèlement à un certain nombre d'autres exactions, est un révélateur pour le Saint-Siège qui comprend à qui il a en face et perd ses illusions quant à une possible conciliation. Alors il poursuit encore bon an, mal an, entre 33 et 37, avec ces fameuses lettres de protestation, et arrive 1937 où, finalement, la désillusion est totale, et Pie XI et Pacelli et les évêques décident comprennent que la diplomatie ne mène pas à ce que l'on veut, et on essaie de passer à une condamnation doctrinale beaucoup plus ferme. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, il y a bien d'autres points que je souhaiterais voir, notamment cette question de la condamnation du fascisme, ce fameux discours du pape Pie XI que vous traitez dans votre livre Pie XII, un pape pour la France, en dépassionnant le débat. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage. Donc, Pie XII, un pape pour la France, paru aux éditions du Cerf. Je n'avais pas cité la maison d'édition, je vais me faire disputer. Pie XI, un pape contre le nazisme, point d'interrogation, l'encyclique Mitbrennender Sorge de 1937 aux éditions Dialogue. C'est une édition bretonne, extrêmement riche, avec beaucoup d'interventions. C'est le fruit d'un colloque. Et surtout, votre thèse, qui est un travail extraordinaire. Hein. Vous êtes passé dans les archives à la fois vaticanes, naturellement, mais aussi britanniques, allemandes, etc., françaises. Donc Pacelli à Berlin, donc de la République de Weimar jusque 1934, qui est, comme on vient de le dire, une année charnière avec la nuit des longs couteaux. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité à notre émission Au risque de l'histoire. Cette émission, vous le savez, est votre émission d'histoire. Toutes les 2 semaines, le jeudi soir, nous nous retrouvons, et nous nous retrouverons donc dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez voir cette émission sur ktotv.com. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.